Si vous traînez sur les réseaux sociaux, ça ne vous aura peut-être pas échappé. Il y a un déchaînement de passion absolument incroyable autour du film, pour l'instant je crois toujours prochainement à sortir, de Disney, qui est une adaptation en film c'est une adaptation d'adaptation d'ailleurs, parce que en gros Disney refait en film avec des vrais acteurs La Petite Sirène, et ils ont choisi de faire jouer Ariel par une actrice qui est black. Et ça déchaîne les passions. Alors, à un niveau que moi personnellement je n'ai pas l'impression d'avoir vu, pas d'une telle ampleur jusque-là. J'ai l'impression que même si ça a toujours gueulé quand les studios d'Hollywood se mettaient à retcon des trucs qu'ils avaient fait avant, pour des questions de tokenisme, même si ça a toujours fait gueuler, j'ai l'impression que ça a jamais autant gueulé que sur La Petite Sirène. Peut-être que d'un côté c'est la conclusion et l'arrivée, le point d'arrivée d'un ras-le-bol global du fait que Disney commence à être en train de retcon absolument tout ce qu'ils ont fait en remplaçant tout ce qui a existé dans son histoire de l'animation par des autres ethnies. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Peut-être aussi que c'est dû simplement au fait que La Petite Sirène, c'est peut-être le premier retcon de Disney qui porte sur un truc qui a vraiment marqué notre génération en particulier. Parce que, par exemple, on va prendre à côté l'exemple de Blanche-Neige et les 7 nains, sans parler de la polémique sur les nains, le fait que ce soit une métisse qui joue Blanche-Neige, alors que c'est écrit dans son nom qu'elle est genre blanche, ça a fait râler, mais pas autant. Peut-être bien parce que le dessin animé est vieux. Genre, on parle quand même d'un truc qui est historique quand même, parce que le dessin animé Blanche-Neige, au-delà de toute qualité, tant en tant qu'adaptation qu'en tant qu'histoire de la part du roman original, même si, enfin, de l'histoire originale, du conte original, même si je le connais pas. Genre, les grandes lignes doivent quand même rester les mêmes. Au-delà de toute critique scénaristique, c'est quand même le premier long métrage d'animation de l'histoire. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Et ça date quand même d'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vieux, genre ma génération à moi, on a vu le dessin animé, mais c'est un truc pour nous, genre même pour nous ça nous paraissait vieux en fait. C'est peut-être pas le truc qu'on a le plus apprécié. Alors que La Petite Sirène, c'est déjà plus récent. Alors je sais pas exactement à quelle génération ça correspond précisément, mais c'est déjà beaucoup plus récent comme dessin animé. Peut-être aussi plus populaire, alors que bon, Blanche-Neige, ça commençait à être communément admis dans toute la société occidentale que bon, c'est quand même des gros clichés scénaristiques qui datent plus de notre époque. Bon, vous me direz La Petite Sirène aussi. Oui, ça doit être plus une question d'époque, de récence, on va dire. La Petite Sirène, c'est plus récent, ça correspond plus aux adultes d'aujourd'hui que Blanche-Neige. Enfin bon, c'était qu'à titre d'exemple. La réelle chose sur laquelle on va se concentrer, c'est pourquoi, à mon avis, à moi en tout cas, c'est-à-dire mon avis en tant qu'étudiant en psychologie, ça déchaîne autant les passions de voir Ariel jouée par une actrice noire. Alors, il vous aura pas échappé, je pense que les êtres vivants ont des besoins, notamment le besoin de se nourrir, le besoin de se reposer, le besoin de se reproduire. Et quand on arrive à des niveaux de fonctionnement psychique plus complexes, comme ça peut être le cas notamment avec beaucoup de primates, comme ça peut être le cas, on imagine fortement, avec les cétacés, et je dis bien on imagine parce que finalement les cétacés, on peut pas vraiment facilement les observer, étant donné que déjà on vit pas dans le même milieu, et en plus ils s'approchent pas trop de notre espèce. L'idée c'est que plus on a un fonctionnement psychique complexe, plus on a de besoins psychologiques qui arrivent derrière. Le fait est qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont des besoins psychiques et psychologiques. Et justement, je parlais des chiens très connus. Il y a clairement un besoin d'appartenance à un groupe dans les espèces de chiens, et qui leur vient en fait de leur vie, de leur mode de vie social à l'époque où c'était encore des loups.
Et il se trouve que parmi les besoins psychologiques de l'être humain, il y a notamment un besoin d'identification, qui doit être assouvi, alors qui s'exprime selon différentes modalités évidemment, selon les individus. Il y en a chez qui il va être moins investi que chez d'autres. Par exemple, moi je serais plus côté moins que plus. En revanche, j'en connais, eux, ils sont plutôt du côté plus que moins. Et vous pouvez y placer tous les degrés imaginables, tous les degrés possibles et imaginables entre. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un besoin minimum d'identification. Et ça, c'est valable pour les êtres humains, c'est valable pour beaucoup d'espèces de singes, j'imagine. Et ça doit être valable pour la plupart des espèces qui vivent dans un environnement social. Donc ça doit être probablement valable pour les chiens aussi. Après, de là, à savoir comment ça s'exprime et comment ça fonctionne, je suis pas expert en comportement animal, donc je sais même pas si on a la réponse ou pas. Quoi qu'il en soit, ici, on va se concentrer sur nous, sur les êtres humains. Donc ce besoin d'identification a besoin d'être assouvi, et ça se fait, entre autres, à travers des figures d'identification. Les dessins animés que nous voyons pendant notre enfance vont être amenés à nous présenter deux potentielles figures d'identification. C'est rien, c'est mon téléphone. Ces figures d'identification, elles vont globalement s'intégrer à votre identité et à votre manière de vous construire vous-même. Parce que l'identification, ça sert aussi à pouvoir s'auto-construire, à pouvoir se construire soi-même. On se construit en s'identifiant à quelque chose, et en général plutôt à des figures soit qui sont des personnages fictifs, mais qui nous donnent des modèles, soit simplement à des personnes réelles. Alors ça peut être déjà les parents, ce sont des figures d'identification. Des figures d'identification très fortes même. Certains amis, ou peut-être un grand frère, ça peut être une figure d'identification aussi. Et puis plus loin dans la vie, des professeurs, on va dire des maîtres à penser. Globalement, quand vous êtes fan de quelqu'un, c'est que ou d'un personnage dans une œuvre, c'est que ce personnage, en quelque sorte, est un peu devenu une figure d'identification pour vous. Là où le bas blesse, c'est que vous imaginez bien que Ariel étant premièrement un personnage d'un dessin animé qui a été très apprécié par toute une génération. J'ai des hallucinations auditives de mon téléphone qui sonne maintenant. Et en plus étant un des protagonistes et même le personnage principal, même l'héroïne de l'histoire de base et du coup du dessin animé, parce que c'est le dessin animé qui a été visionné par toute une génération, moins que l'histoire qui a été adaptée dans le dessin animé La Petite Sirène. Forcément, c'est devenu une figure d'identification. Pour énormément de gens. Or, cette figure d'identification passe notamment par le fait que Ariel, petit 1, a la peau blanche, petit 2 est rousse. Or, décider de retcon ça, comme l'a fait Disney en mettant à la place une actrice black, eh ben, ça demande aussi de retcon le modèle d'identification de tous les gens qui ont pris Ariel comme modèle d'identification. Essentiellement des filles. J'aurais dû mettre ça dans les caractéristiques, effectivement, elle est blanche, elle est rousse, c'est une fille. C'est les trois caractéristiques principales d'Ariel comme modèle d'identification. Donc remplacer ça par une actrice, enfin par une petite sirène qui est noire, en fait ça demande simplement de retcon le modèle d'identification pour tous ceux qui ont pris ce personnage comme modèle d'identification. Bon, à l'exception probablement des petites filles effectivement qui ont la peau plus foncée. C'est une question de logique, pour elles ce sera plutôt un renforcement d'identification. Cependant, comme les cultures où c'est un modèle d'identification sont à majorité blanche, ben, la plupart des gens vont percevoir ça comme une agression de leur propre psychisme intérieur, inconsciemment. Du moins, c'est ce que je pense. C'est de ce que je sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et forcément, ça veut dire qu'on essaye de changer ton identité, c'est une agression personnelle, et c'est pour ça que les gens réagissent aussi mal à ça. Du coup, quelle serait la solution? Parce que, bien évidemment, il y a une autre question, un autre débat qui arrive là-dedans, c'est oui, mais dans ce cas-là, comment les communautés
comment ils disent déjà, les minorités ethniques, comment les communautés issues des minorités ethniques peuvent-elles s'identifier alors que la majorité des œuvres sont simplement calculées de manière à des modèles d'identification plus faciles pour la majorité de la population qui globalement a la peau blanche. Enfin rose, ou... bon, qui a la peau claire, voilà. Et la solution elle est toute simple, c'est en créant de nouvelles œuvres qui mettent en scène des personnages qui seraient issus de ces minorités ethniques. Ça a un double avantage. En plus de ne pas redcon et donc de ne pas agresser, de ne pas faire percevoir la pratique comme une agression personnelle du psychisme des gens qui ont pris ces modèles comme identification, les modèles qui vont être redcon. Ça a aussi l'avantage de, petit 1, diversifier l'offre culturelle, plutôt que de reprendre des trucs qui existent déjà, t'en rajoutes des nouveaux, donc tu enrichis l'offre de la culture qui existe dans cette société, au lieu de la réécrire, ce qui à moi me paraît plus intelligent. Et ensuite, ça donne, quelque part, ça donne une existence propre à ces minorités dans la société, en fait. Ça leur donne une existence, ils ont leur place, ils ont des œuvres qui leur correspondent, qui ne sont pas les mêmes que celles qui correspondent plus à la majorité, dont la peau est plus claire. Ça permet, en fait, de donner sa place à tout le monde. Et après, une fois que t'en es là, tu peux faire des crossovers, tout ça, tu mélanges les univers un peu comme tu veux, ou pas, hein, tout le monde n'est pas obligé, on fait un peu ce qu'on veut. Mais en gros, ça permet déjà de créer une place dans la culture qui, du coup, représente des communautés qui déjà étaient représentées pour certaines. Je veux dire, les Afro-Américains, t'en trouves, hein, t'as tous les... Alors déjà, t'as tous les rôles qui ont été joués par Mace Windu, Samuel L. Jackson, gros acteur, bien bankable. T'as des œuvres biographiques, parce que j'imagine qu'il y en a quelques-unes sur Martin Luther King, donc c'est pas mal. Alors évidemment on va parler sur culture américaine ici, parce que bon, on a moins de personnages étrangers qui ont eu une place qui soit notoirement connue dans l'histoire de France que dans l'histoire des États-Unis. Mais ça, c'est lié aussi à la structure même, enfin au fond, c'est lié à la culture même des États-Unis et à la population de base, forcément. Étant donné que c'est des coloniaux qui sont arrivés avec des esclaves, forcément, il y avait une grande proportion de noirs et ils ont dû lutter pour leurs droits. Nous, bon à la base, c'était plein de peuplades blanches qui sont restés là, qui se sont installés. Et finalement, les vraies minorités culturelles qu'on a, elles seraient plutôt déjà beaucoup plus récentes et issues de l'immigration. Ça pourrait être effectivement intéressant en France d'avoir des œuvres cinématographiques ou non, hein, ça pourrait être de la BD ou ça pourrait être de la littérature, qui mettent en scène des personnages issus de l'immigration et qui ont des histoires qui sont liées notamment à cette histoire d'immigration. Mais bon, déjà, pour ça, encore faudrait-il qu'on ait gardé une production culturelle de qualité, ce qui est, à mon avis, en France, encore discutable. L'idée est là. Si on veut améliorer la représentativité des minorités dans la culture, et dans les œuvres culturelles... Œuvres culturelles, ça veut rien dire, j'ai l'impression de faire de la langue de bois. Bon, si on veut augmenter la représentation des minorités dans les cultures de chaque pays. Alors les pays font les gens font un peu ce qu'ils veulent quand même. L'idée c'est pas de remplacer des figures d'identification qui étaient là avant. L'idée c'est de rajouter des œuvres qui donnent une identification nouvelle, tant des minorités que de ce qu'est le pays en général. Parce que forcément s'il y a plus de minorités qui arrivent, si
la proportion d'ethnies change, il va y avoir des dynamiques entre les différentes ethnies en présence qui vont changer également, et donc la société va changer en soi. Donc ça, il faut le représenter aussi, parce que dans l'idéal, une culture devrait toujours plus ou moins être représentative, au moins un minimum, du pays dont elle est issue. Ça me paraît être logique. Mais l'idée, c'est pas de remplacer ce qui était déjà là, c'est de rajouter des trucs. Et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes avec tous ces studios hollywoodiens, Disney en premier, qui veulent retcon absolument tout ce qu'ils ont fait avant. Et en fait, ça vient juste rajouter simplement au problème qui est, je pense, le problème de notre époque. Enfin, en tout cas, peut-être une des plus grandes sources de tous les problèmes sociaux de notre époque, qui est en fait tout simplement un problème d'identification. Les gens n'arrivent plus à s'identifier. Ils n'arrivent plus à s'identifier eux-mêmes, tout simplement. Ils n'arrivent plus à savoir qui ils sont. Et sans pouvoir s'identifier, t'arrives pas non plus à t'intégrer à un groupe, parce que t'arrives pas à te cerner, donc t'arrives pas à savoir avec qui tu t'entendrais, t'arrives pas... Finalement, en fait, tu n'arrives plus à te construire sur le plan psychique. Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes avec le wokisme. Parce que les gens ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus qui ils veulent être, ils n'arrivent plus à s'identifier, et finalement, leur dernière tentative d'identification, c'est de s'identifier comme étant rien. Et c'est pour ça qu'ils veulent toujours déconstruire, détruire, remplacer, mais par des choses qui sont vides et qui n'ont pas de sens. Quelque part, si on s'intéresse au plan purement psychique, c'est un symptôme en fait. Du moins c'est comme ça que je le vois, c'est un symptôme de leur manque d'identité et de leur panique à ne plus avoir d'identité. Finalement leur dernier recours, comme ils n'arrivent plus à avoir d'identité, c'est finalement en fait un renoncement total à l'exercice de se construire une identité, et au lieu de se construire une identité, ils font l'exact inverse, c'est-à-dire que ils se construisent comme individus, enfin ils essayent de plutôt de se déconstruire, ils se déconstruisent eux-mêmes en tant qu'individus ne revendiquant aucune identité. Sauf que comme autour t'as quand même des gens qui arrivent à avoir une identité, psychologiquement, pour eux c'est une souffrance. Et plutôt que d'essayer d'avoir une identité, parce que je vous le rappelle, ils ont abandonné cette quête d'identité, et ben au lieu d'essayer de trouver leur propre identité, ils essayent de détruire l'identité des autres. Ils essayent d'empêcher les autres d'avoir une identité. Parce que si personne n'a d'identité, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de s'identifier. Et finalement, en fait, c'est peut-être le seul moyen que leur psychisme a trouvé pour essayer de rester droit sur sa rail en fait. En fait, quelque part, c'est un comportement qui serait presque, et je dis le presque pour rester prudent, hein, simplement parce que j'ai pas encore tenté, je suis qu'étudiant en deuxième année, j'ai pas encore la latitude pour faire des diagnostics. Mais c'est pour ça qu'ils ont des comportements qui en fait, ces comportements, le fonctionnement, tout le wokisme et tout ça, ce serait finalement presque quelque chose de pathologique en fait. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça que parmi tous les comportements adoptés par les adeptes du wokisme les plus extrêmes, il y a tellement de comportements qui ressemblent à des symptômes qui correspondent à des pathologies mentales, qui sont finalement des symptômes purement pathologiques. Quand bien même, en regard de la science et de la psychologie, du moins telle qu'on la voit et qu'on la conçoit aujourd'hui, ils n'ont pas forcément réellement de pathologie. Et encore une fois, je dis pas forcément, c'est pour rester prudent sur mes termes, parce qu'en tant qu'étudiant, je doute de vraiment avoir la latitude pour réellement trouver la réalité psychique qui se trouve derrière. Et surtout, je suis absolument pas suffisamment prétentieux pour prétendre en deuxième année d'études de psychologie, en deuxième année de licence, pouvoir émettre un diagnostic sur des gens dont je ne connais qu'une tendance à se comporter de telle manière. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette affaire. J'espère que ça en éclairera certains pour essayer de comprendre, enfin qui aimeraient bien comprendre mieux, plus avant, ce que ça pourrait être. Je tiens quand même vraiment à préciser que ce que je dis n'est clairement pas sujet à être considéré comme une réalité. Si vous voulez un avis, un vrai avis concret, je vous enjoindrai vraiment à aller interroger des vrais spécialistes, des gens qui sont vraiment diplômés, ce qui n'est pas encore mon cas,
qui s'y connaissent, qui savent ce qu'ils racontent et qui ont l'habitude de traiter avec des patients potentiellement qui présenteraient des pathologies, donc des psychologues et même encore plus des psychiatres. Voilà, je vous laisse là. C'était Doudou. Au revoir.